Bonjour, je suis Médard Paulus Bébé, je suis professeur de philosophie en France. Je me permets de faire cette vidéo en guise de contribution préparative du bac qui est prévue, en tout cas pour nos enfants qui passent l'examen en France le 14 juin et pour d'autres qui pourraient me suivre dans d'autres continents, ce sera certainement soit en juin, soit en juillet ou peut-être au-delà. Alors je précise que le format du vidéo ne permet pas d'aller en détail dans la présentation des notions que je pourrais vous faire savoir, mais je me limiterai à l'essentiel de ce qu'il faut retenir par rapport à chaque notion. Et donc, la première notion que je vais aborder est bien évidemment la liberté. Pas besoin de rappeler à quel point la liberté est importante pour chacun d'entre nous, parce que la liberté est une des valeurs fondamentales dont l'être humain a besoin, dont les citoyens que nous sommes ont besoin pour leur permettre non seulement de vaquer librement à leurs occupations, de s'exprimer librement, d'aller et de venir partout où leur bon semble, mais aussi de s'épanouir individuellement et collectivement. Et pour la société, la liberté est essentielle parce qu'elle est l'une des valeurs fondamentales qui permettent justement à une société, à une nation de se développer. Alors, vous me demanderez, qu'est-ce que c'est que la liberté? La liberté vient du terme latin liber, qui signifie celui qui n'est pas esclave. Ça, c'est la définition étymologique. Et cette définition s'oppose bien évidemment à la notion de contrainte et de servitude. Cela signifie que être libre, c'est avoir la possibilité, la capacité de faire ce que l'on veut. Autrement dit, la liberté, c'est le fait de faire sa volonté. D'autre part, on pourrait définir la liberté comme absence de toute contrainte. Vous voyez bien que cette définition étymologique et littérale pose un certain nombre de problèmes. Je dirais, soulève de ma part deux observations. La première observation, c'est que l'être humain vit en société et donc la vie en société a des exigences, a des conditions qui font qu'il n'est pas possible à chacun de faire ce qu'il veut. Si la latitude était donnée à chacun de faire sa volonté ou de faire ce qu'il veut, de faire ce qui lui plaît, eh bien, puisque ce que veulent les uns n'est pas forcément ce que veulent les autres, il y aurait un conflit généralisé. Je dirais même l'anarchie. Il y aurait la guerre de tous contre tous. Donc, cette définition de la liberté comme le fait de faire ce que l'on veut n'est pas compatible avec la vie en société. La deuxième observation, c'est que l'être humain est un être naturel. Et en tant qu'être naturel, il a des exigences à respecter au regard de ce que la nature lui impose comme besoin ou comme désir. L'être humain peut ne pas dormir, par exemple, c'est une exigence de la nature. L'être humain peut ne pas manger, peut ne pas boire. Eh bien, même s'il voudrait faire autrement, il mettrait sa vie en danger. Et donc, les besoins, tout comme certains désirs, sont des exigences imposées par la nature à l'être humain et il n'a pas d'autre choix que de les satisfaire. Et donc, considérer la liberté comme absence de toute contrainte n'est tout simplement pas possible parce que la nature, évidemment à travers les contraintes que j'ai soulevées ici, s'impose comme des contraintes, des exigences parfois insurmontables. Voilà les deux observations que soulèvent les définitions étymologiques du terme liberté. On peut même aller plus loin en ce qui concerne les contraintes naturelles pour dire que l'être humain, par exemple, ne choisit pas sa couleur de peau, ne choisit pas son sexe, ne choisit pas la famille dans laquelle il naît. Tout cela est imposé par la nature. Il ne peut faire autrement que de respecter ses exigences. D'ailleurs, tout cela est fait contre sa volonté. On ne nous demande pas notre avis pour savoir si on voudrait naître dans telle famille ou dans telle autre famille, si on voudrait avoir telle couleur de peau. Donc, ce sont des choses qui sont imposées par la nature. On ne peut rien faire d'autre que de les respecter. Alors, devant la difficulté de vivre la liberté de façon absolue, peut-on penser que nous ne sommes pas libres? Est-il possible de dire que l'être humain n'est finalement pas libre?
Bien sûr que la liberté est possible, mais à condition de faire deux choses. La première chose, pour contourner, en quelque sorte, du moins surmonter les contraintes sociales, l'être humain n'a pas d'autre choix que de respecter les lois édictées par la société pour une vie sociale harmonieuse. Le respect des lois est la condition pour être libre. Le respect des règles de la société est la condition pour être libre. En ce qui concerne les contraintes naturelles, cela passe par la satisfaction des besoins. L'être humain ne peut s'empêcher, comme je le disais précédemment, de manger, de boire, de dormir. En tout cas, pour quelqu'un qui mange bien, qui dort bien, il peut s'estimer libre. Un ventre qui est bien rempli, un corps qui est bien reposé, c'est la condition de liberté. Donc voilà les deux conditions pour permettre de s'estimer libre. Alors, il y a justement de ce fait une question qui se pose. Certains considèrent que la loi est l'ennemi de la liberté. Mais peut-on considérer la loi comme l'ennemi de la liberté? À cette question, deux positions s'opposent diamétralement. Il y a ceux qui considèrent que la loi est un obstacle à la liberté, d'autres qui considèrent que la loi est la condition de liberté. Pour ce qui concerne le premier cas, bien évidemment, la loi, de par son côté injonctif, de par le fait qu'elle s'impose, qu'elle corrige, qu'elle sanctionne, qu'elle oblige, qu'elle contraint, elle peut être considérée comme un obstacle à la liberté. D'ailleurs, il y a des courants de pensée qui considèrent que la loi est un obstacle majeur à la liberté. Je veux parler des courants anarchistes, par exemple. Je veux parler des courants révolutionnaires qui, eux, considèrent que la loi est un obstacle à la liberté. Il ne vous a pas échappé qu'à chaque fois qu'il y a une manifestation, les anarchistes s'évertuent ou s'activent de détruire tout ce qui est un symbole de l'État, puisque c'est l'État qui est le garant de la loi. Eh bien, ils s'activent assez généralement pour s'en prendre à tout ce qui est symbole de l'État, parce qu'ils considèrent que l'État, à travers les lois qu'il impose, constitue un obstacle majeur à la liberté. Raison pour laquelle ils s'activent souvent dans des manifestations à détruire systématiquement tout ce qui est symbole de l'État, tout ce qui est symbole de l'autorité, de domination. On peut prendre l'exemple de la révolution de mai 68 qui a débuté à l'université de Nanterre, où les garçons étaient interdits d'avoir accès aux vestiaires des filles. Cela peut être considéré comme une revendication printanière, mais ça s'est répandu. Pourquoi? Parce que effectivement, cette interdiction était considérée comme un obstacle à la liberté. Et le mot d'ordre même de mai 68 était le fait qu'il est interdit d'interdire. Alors, devant des lois qui sont édictées et qui constituent un obstacle à l'épanouissement des jeunes à ce moment-là, il y avait une mobilisation pour faire barrage et essayer de contrecarrer les lois qui étaient considérées comme liberticides. Et cela rejoint ce que Calliclès a pensé depuis l'Antiquité. Alors, Calliclès, c'est un sophiste qui est le personnage de Platon dans le Gorgias et qui considère que la loi est un obstacle majeur à la liberté, en tout cas les lois édictées par la société. Pour lui, les seules lois qui sont susceptibles d'être respectées, ce sont les lois de la nature. La nature a établi des forts et des faibles. Et pour lui, les faibles doivent être dominés par les forts. Autrement dit, les forts doivent dominer les faibles. Si on va un peu plus loin, on dirait que pour Calliclès, dans la société, la loi naturelle a établi des gens qui sont forts physiquement, socialement, économiquement, des gens qui sont forts politiquement, etc. Et donc, il est normal, en tout cas pour Calliclès, que les forts puissent dominer les faibles. Et si cela aujourd'hui ne se passe pas de cette manière, c'est bien évidemment parce que les faibles ont mis en place des lois pour essayer de renverser ce que la nature a établi pour pouvoir bien évidemment s'échapper de la domination naturelle des plus forts. Et du point de vue de Calliclès, cela est une anomalie. Cela n'est pas normal. Voilà le point de vue de ceux qui considèrent que la loi est un obstacle à la liberté.
Il y en a d'autres, je veux parler des démocrates, qui considèrent que la loi est la condition de liberté. Pour cela, sans la loi, ce serait la guerre de tous contre tous, ce serait un désordre généralisé. Sans la loi, ce serait l'anarchie. Et il y a une formidable citation qui est donnée par Lacordaire qui dit ceci: entre le fort et le faible, entre le riche et le pauvre, entre le maître et le serviteur, c'est la liberté qui opprime et c'est la loi qui affranchit. Cette citation de Lacordaire montre à quel point la loi est essentielle dans une société. Sans la loi, ce serait la guerre de tous contre tous, ce serait l'anarchie. Alors, faut-il penser que ce sont toutes les lois qui permettent d'accéder à la liberté? Bien évidemment, non. Vous savez que dans nos sociétés, il y a plusieurs types d'autorité. L'autorité du tyran, du dictateur, du monarque, mais il y a également l'autorité d'un démocrate, de quelqu'un qui est élu démocratiquement. Et l'exercice de l'autorité dans ces différentes sociétés n'est pas le même. Dans une dictature, la loi est établie par le tyran, par le dictateur, par le monarque, c'est sa volonté. Lorsque les citoyens observent ces lois, ils ne font autre chose que respecter, d'obéir à la volonté du monarque, du dictateur. Par contre, dans une démocratie, la réalité est tout autre. Dans une démocratie, le peuple élit ses représentants. Et ce sont ces représentants qui votent les lois en son nom. Alors, le travail que fait le Parlement est le travail de représentation du peuple. Donc, lorsque dans une démocratie, le peuple respecte la loi, il ne fait autre chose que respecter sa propre volonté. Et à partir de ce moment-là, il peut se considérer comme libre. En tout cas, on peut le considérer comme libre parce que lorsque on respecte sa volonté, on est libre. Mais lorsque on obéit à la volonté d'un autre, bien évidemment, on n'est pas libre. Et donc, la différence entre la démocratie et la dictature ou la tyrannie, c'est que dans une démocratie, c'est le peuple qui vote les lois, parfois directement à travers le référendum ou parfois indirectement à travers les représentants du peuple que sont les députés ou les sénateurs. Et donc, la loi est l'expression de la volonté du peuple. C'est l'expression de la volonté de chaque citoyen. Et lorsque vous respectez la loi dans une démocratie, vous ne faites autre chose que respecter aussi bien la volonté des autres, mais votre propre volonté. Et cela vous permet d'être libre, ce qui n'est pas le cas dans une tyrannie. Donc, la loi est bien évidemment la condition de liberté parce qu'elle est l'expression de la volonté du peuple en ce qui concerne la démocratie. Mais pour ce qui concerne les autres formes d'autorité, eh bien, la situation est tout autre. Alors, il y a un aspect qu'on verra justement dans la deuxième partie. Pour éviter que la vidéo soit très longue, on va couper là et aborder cette partie dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.